bonjour à toutes et à tous. Vous allez donc assister à la keynote Dans un monde de rupture, comment faire de l'épargne européenne un levier d'impact et de souveraineté. Avec vous, monsieur Zahawati, je vous laisse la scène et je reviens tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc pas d'agriculture, désolé, mais l'agriculture, ça fait partie quand même des sujets clés. Bonjour et à toutes et à tous. Très heureux d'être là avec vous aujourd'hui et merci bien sûr aux organisateurs du World Impact Summit et puis à notre groupe BPCE aussi qui est un des sponsors principaux de l'événement de cette invitation. C'est bien de se retrouver et de voir que ces sujets-là continuent à attirer un petit peu de monde. Permettez-moi de commencer peut-être par une citation, une phrase qui m'a marqué ces dernières semaines et qui est celle du Premier ministre canadien. On a beaucoup entendu parler de son discours à Davos. Mark Carney a dit une phrase assez simple, j'allais dire presque un peu désarmante, qui est la suivante, qui est « La puissance des moins puissants commence par l'honnêteté ». Et je crois que cette phrase peut nous guider sur la façon de réagir dans ce contexte aujourd'hui extrêmement complexe, voire parfois illisible. Donc qu'est-ce que ça veut dire faire preuve d'honnêteté aujourd'hui ? Faire preuve d'honnêteté aujourd'hui, c'est évidemment reconnaître que l'accord de Paris qui a été signé il y a 10 ans ici même, enfin à Paris même, seront difficiles à atteindre. C'est un constat évidemment terrible. C'est un constat qui est évidemment en partie un constat de notre échec. Et en même temps, c'est un constat qui nous oblige à continuer, à ne pas renoncer et aussi à assumer la nécessité de politiques de transition et d'adaptation. Mais faire preuve d'honnêteté, je crois que c'est aussi reconnaître ce qui a été accompli au cours de ces 10 dernières années. Alors, je ne vais pas faire un inventaire des ruptures technologiques, des ruptures dans le domaine énergétique, dans le domaine des transports, des avancées que l'on voit partout en Europe, en Chine ou ailleurs. Mais dans la finance également, et n'en déplaise à ceux qui s'acharnent à ne voir dans la finance durable qu'un enfumage, nous avons obtenu des résultats, bâti des outils, la finance mixte, les obligations vertes, la finance à impact, les reportings divers et variés. La durabilité est devenue, qu'on le veuille ou non, un sujet cœur, un sujet mainstream du domaine financier. Nous avons vu émerger un cadre réglementaire autour du Green Deal européen, mais surtout, et c'est peut-être le plus important, à travers l'évolution de l'enseignement, de l'éducation, de la finance dans les écoles et les universités, nous avons aussi vu émerger une nouvelle génération de professionnels qui n'a plus besoin d'être convaincue, qui est déjà là, qui agit, qui fait partie des équipes dirigeantes un peu partout et qui aujourd'hui exige qu'on continue et qu'on aille de l'avant. Faire preuve d'honnêteté, c'est évidemment prendre conscience que nous traversons une période de bouleversement majeur, que les rapports de force économiques ont profondément changé, des bouleversements géopolitiques avec l'effritement des alliances que l'on croyait immuables, des bouleversements technologiques avec la révolution de l'intelligence artificielle et surtout une fusion totale entre la géopolitique et l'économie dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui la géoéconomie. Le monde d'hier, ce monde d'une mondialisation fluide, d'une paix garantie par le seul commerce, ce monde-là n'existe plus. Dans le domaine financier, il faut voir où nous en sommes aujourd'hui. Les États-Unis dominent. Plus de 70% des indices globaux aujourd'hui, ce sont des entreprises américaines. Et à l'intérieur de ces 70%, la domination énorme de la technologie et de ce qu'on appelle les Magnificent Seven rend la gestion financière extrêmement complexe. Dans le même temps, les accords commerciaux sont devenus des instruments de puissance, si ce n'est des armes économiques. Alors faire preuve d'honnêteté, c'est regarder aussi dans ce contexte l'Europe en face. L'Europe manque aujourd'hui de cap, manque de lisibilité. Nos régulations, dont on parle beaucoup, qui sont accusées par certains d'être des normes trop importantes, trop rigides, sont en réalité surtout trop figées, trop obsédées par les détails techniques et au risque de perdre quelquefois les objectifs de ce qu'on veut réellement chercher à travers ces normes. Or, les objectifs, se fixer un cap, c'est essentiel. C'est ce cap qui permet aux régulations, aux entreprises, au marché d'avancer dans la même direction.
Et faire preuve d'honnêteté, enfin, je crois que c'est voir que l'Europe n'utilise pas suffisamment son plus grand atout. Et son plus grand atout aujourd'hui, c'est probablement son épargne. Chaque année, près de 300 milliards d'euros d'épargne financière européenne alimentent l'économie américaine et donc manquent à nos immenses besoins d'investissement et d'innovation. Alors que faisons-nous de cette honnêteté? Que faisons-nous de ces constats? Mes restes de formation mathématique, je dirais, m'incitent à voir là-dedans une équation et donc de tenter de la résoudre. Et si finalement la solution n'était pas assez limpide, et si finalement le cap de l'Europe n'était pas très clair? Quel est-il ce cap, le cap qu'on devrait prendre et choisir aujourd'hui? Soutenir la transition et l'économie durable, innover, renforcer notre souveraineté technologique, informationnelle, et oui aussi notre sécurité et notre défense. Et il ne s'agit pas, comme je l'ai lu dans quelques posts récents, d'investir dans des petites ronds verts. Ce sujet mérite un peu plus de sérieux. Pour cela, il faut remobiliser notre épargne. Autrement dit, maintenir des exigences élevées de transition et d'innovation, tout en faisant preuve de réalisme, d'honnêteté parfois. Vous allez me dire que ce n'est pas si simple, et je vous l'accorde volontiers, car il y a une inconnue majeure aujourd'hui. C'est qui croit encore au projet européen? Comment demander aux épargnants de placer leur épargne, leur argent aujourd'hui, et de miser sur un modèle qui est remis en cause, qui vacille sous les chocs politiques et économiques, et dont on ne voit pas bien le ressort pour apporter et créer de la valeur? Pardonnez mon enthousiasme pour le Premier ministre canadien, mais je crois qu'une partie de la réponse tient à nouveau dans ce que Marc Carney appelle l'exercice de cohérence. Et pour répondre à ma propre question, puisque dans un keynote, il faut faire à la fois les questions et les réponses, je crois que nous ne pouvons pas demander aux Européens aujourd'hui d'investir dans l'économie européenne sans se donner les moyens de créer de la valeur en Europe, à travers nos investissements et notre innovation. Ça signifie que la stabilité et la résilience économique, technologique et de défense sont des préalables pour restaurer la confiance des investisseurs dans le modèle européen et donc mobiliser notre épargne. Protéger l'Europe, c'est aussi protéger le modèle démocratique européen. Et donc, en tant qu'investisseurs et investisseurs durables, je crois que nous avons une responsabilité et un devoir. Notre responsabilité, c'est de faire en sorte que les épargnants qui investissent aujourd'hui en Europe fassent un pari gagnant. Car ils doivent préparer leur retraite, car ils doivent préparer leurs ambitions du futur. Notre devoir, c'est d'augmenter leur nombre et d'augmenter cette épargne européenne pour les bonnes raisons. Parce que le continent investit, innove, tient le coup, parce que nos entreprises de transition et de technologie seront plus puissantes, et parce que l'Europe sera en capacité de soutenir cette transition. Chez Mirova, nous avons toujours cherché à anticiper les mouvements de fonds. Il y a 15 ans, en pariant sur une société de gestion 100% responsable. Il y a 10 ans, en développant le capital naturel et la finance mixte. Il y a 5 ans, en créant une fondation pour les acteurs les plus vulnérables, notamment sur les sujets d'éducation et d'insertion. Et plus récemment, en lançant le centre de recherche Mirova, Mirova Research Center, et en renforçant donc ce pont, ce lien entre les entreprises et le monde académique au moment où la science elle-même est remise en cause, où le ministre de la Santé des États-Unis affirme banalement que faire confiance à la science relève de la religion et du totalitarisme. Cette constance de l'engagement a porté ses fruits. Mirova gère aujourd'hui 35 milliards d'euros d'actifs avec 300 collaborateurs de par le monde, et notre gamme de produits s'est récemment renforcée par l'acquisition de Thematics, notamment sur les enjeux de technologie, de sécurité et de souveraineté. Alors oui, pour conclure, je dirais que j'ai toujours la même conviction qu'il y a 15 ans. L'argent n'est jamais neutre. Chaque euro détruit ou transforme. Mais je suis aussi convaincu d'une chose. Rester immobile serait aujourd'hui le véritable risque. Financer un monde durable grâce à une transition qui continue implique désormais de soutenir cette institution si fragile qu'on appelle la paix. Voilà désormais notre mission. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Maintenant, je peux venir et parler d'agriculture. Merci beaucoup. Merci et désolé. Nous allons donc poursuivre avec notre prochaine table ronde. Ça y est, c'est maintenant, on va parler d'agriculture régénératrice. Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent ici dans la salle et également directement en live derrière votre écran. Soyez les bienvenus. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va tout de suite, dans un instant, accueillir notre panel. Je vous le présenterai après. En tout cas, on va parler donc de comment est-ce qu'on construit une agriculture régénératrice pour nourrir le monde, mais également préserver le vivant. On le sait, l'équation alimentaire se tend sous différents effets, l'effet du changement climatique, de la pression sur les ressources, de la biodiversité qui recule, mais aussi de fortes contraintes économiques et sociales. On va donc s'intéresser à ce sujet, on va essayer de comprendre comment on produit autrement dans la durée, en conciliant sol, eau, climat, alimentation et également conditions de vie des agriculteurs. Et pour ça, j'appelle tout de suite notre nouveau panel à me rejoindre sur scène. Je vous les présente dans un instant.